Toutes les histoires publiées sur notre chaîne sont des histoires de nos abonnés, créées par nos soins et basées sur des événements réels que nous avons vécus ou dont nous avons été témoins. Nous publions chaque jour de nouvelles histoires pour votre divertissement et nous espérons qu'elles vous plairont. Merci. Vous savez, j'étais le genre d'homme qui pensait que l'amour pouvait tout arranger. Que si l'on donnait assez, si l'on était patient et loyal, les choses finiraient par s'arranger. Je le croyais vraiment, surtout avec elle. Elle s'appelle Madison. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux 26 ans, nous travaillions dans le même immeuble. J'étais dans l'informatique. Elle travaillait aux ressources humaines. La première fois que je l'ai vue, elle avait cette énergie, comme si elle illuminait une pièce sans même essayer. Elle était intelligente, drôle, avec une pointe de sarcasme qui rendait les conversations électriques. Et pour être honnête, j'étais accro avant même notre premier rendez-vous. 6 ans plus tard, nous étions mariés, nous avions acheté une petite maison à Austin, nous commencions à construire une vie. J'ai toujours été celui qui subvenait à nos besoins. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est juste ce que c'était. Je faisais de longues heures, je prenais des projets en freelance quand les factures s'accumulaient. Je m'assurais toujours qu'elle ait ce dont elle avait besoin. Elle travaillait aussi, oui, mais à temps partiel après un certain temps. Elle disait qu'elle voulait plus de temps pour elle. Des cours de yoga, voir ses amis, ce genre de choses. Je ne me suis jamais plaint. Je me disais que si je pouvais en prendre plus sur mes épaules pour qu'elle puisse respirer plus librement, pourquoi pas? C'est ça, l'amour, n'est-ce pas? Mais les choses ont commencé à changer lentement. Si lentement que je n'ai même pas réalisé ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Au début, c'était des choses subtiles. Elle se dérobait quand je l'embrassais. Elle disait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait mal à la tête ou qu'elle était stressée. Puis c'est devenu une habitude. Pas d'affection pendant la semaine. Pas de contact la nuit. Nous allions nous coucher comme des colocataires. Elle de son côté, téléphone à la main, le dos tourné, et moi, juste allongé là, prétendant que ça ne me dérangeait pas. J'en ai parlé une fois, j'ai essayé de lui demander si tout allait bien, si quelque chose n'allait pas. Je ne l'ai accusé de rien. J'ai juste dit que j'avais l'impression que nous nous éloignions. Elle a soupiré, levé les yeux au ciel et a dit, « Pourquoi les hommes pensent-ils toujours que quelque chose ne va pas juste parce qu'une femme n'a pas envie qu'on la touche ? C'est mon corps. Ce sont mes règles. » Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce que je n'étais pas d'accord. Je comprends. Le consentement, les limites, l'espace. Mais il ne s'agissait pas de forcer quoi que ce soit. C'était ma femme, la femme avec qui j'avais bâti un foyer, la femme à qui j'avais donné ma vie. Je ne demandais rien d'extravagant. Je demandais de la proximité, une connexion, le genre d'intimité simple et tranquille qui maintient un mariage en vie. Mais après ce jour, elle s'est encore plus appuyée là-dessus. Comme si plus elle créait de distance, plus elle se sentait puissante. Elle a commencé à le dire souvent. Mon corps, mes règles. Ne me touche pas, sauf si je le dis. Je ne suis pas ton jouet. Je ne l'ai jamais traité comme ça. Je n'ai jamais posé un doigt sur elle de manière déplacée. Je n'ai même jamais haussé la voix. Mais soudain, chaque fois que j'essayais d'initier quelque chose, un câlin, un baiser, même une main sur sa taille pendant que nous préparions le café, elle le traitait comme une violation. Ce qui a empiré les choses, c'est que tout le monde avait droit à la version d'elle qui était autrefois la mienne. Ses amis avaient droit au rire. Ses abonnés Instagram avaient droit au sourire. Le coach de la salle de sport avait droit à son attention, ses collègues aussi. Elle rentrait à la maison en parlant de combien Brad était drôle, de combien Jenna était compréhensive, de combien elle aimait les déjeuners au bureau. Moi, j'avais droit au reste froid. J'étais le gars qui payait l'hypothèque, le crédit de la voiture, ses abonnements à des produits de beauté et ses nouvelles tenues, puis je rentrais à la maison pour trouver le silence et l'évitement. Je me souviens d'un soir, aussi clairement qu'en plein jour, un vendredi soir, à la fin d'une semaine de travail brutal. Je suis rentré épuisé, émotionnellement et physiquement. Elle venait de finir de se vernir les ongles, et la maison sentait le dissolvant. Elle était belle. Nouvelle robe, maquillée, les cheveux bouclés. J'ai souri et j'ai dit, « Waouh, tu es magnifique ce soir. » Elle a à peine levé les yeux de son téléphone et a dit, « Merci, soirée entre filles. » J'ai hoché la tête.
J'ai essayé de cacher ma déception. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte et a dit nonchalamment, « Hey, tu peux virer $300 sur ma carte? On va manger des sushis, et puis en boîte. » J'ai cligné des yeux. 300? Elle a souri avec suffisance. Oui, je veux m'amuser, pas compter mes centimes. Tu les as. J'ai hésité. Madison, on n'a même pas dîné ensemble de toute la semaine. On peut parler d'abord? Elle m'a lancé un regard. Le genre qui dit, ne commence même pas. Puis les mots sont venus. Écoute, je ne suis pas d'humeur pour ça. Tu te comportes encore comme si tu étais en manque. Je t'ai dit que c'est mon corps, mes règles. Ne me fais pas culpabiliser parce que j'ai besoin d'espace. Elle a dit ça la main sur la hanche, attendant que je lui envoie l'argent. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec lucidité. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Elle voulait tous les avantages, mon portefeuille, ma stabilité, ma protection sans rien de la relation. Elle avait transformé notre mariage en un contrat de service, et j'en étais le prestataire. Je lui ai envoyé l'argent, mais c'est cette nuit-là que quelque chose s'est brisé silencieusement en moi. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié. Je l'ai regardé sortir, riant sur FaceTime avec une de ses amies, et je suis resté assis dans cette maison silencieuse, réalisant que je dormais à côté d'une étrangère chaque nuit. À partir de cette nuit-là, quelque chose en moi a commencé à se rétracter. Pas par vengeance, mais par instinct de survie. J'ai arrêté d'essayer, j'ai arrêté de mendier de l'attention. Je continuais à remplir mes obligations, à payer les factures, à préparer le dîner certains soirs. Mais émotionnellement, je me déconnectais, silencieusement et complètement. Et le plus fou, c'est qu'elle ne l'a pas remarqué. Pas tout de suite. Elle pensait que je resterais le même type. Le donneur silencieux, l'éponge émotionnelle. Mais les choses étaient en train de changer. Et pour une fois, je n'allais pas l'expliquer. Je n'ai pas eu d'explosion dramatique ou de moment de cinéma où j'ai crié sur Madison ou suis parti en claquant la porte. Non, c'était plus silencieux que ça. Plus silencieux et beaucoup plus froid. Après cette nuit où elle a exigé $300 pour sortir avec ses amis, juste après m'avoir fermé la porte émotionnellement et physiquement toute la semaine, j'ai commencé à voir les choses clairement, comme si quelqu'un avait essuyé la buée d'un miroir. Et maintenant, je pouvais enfin me voir. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'étais un homme qui s'était plié en quatre pour quelqu'un qui ne donnait rien en retour. J'étais devenu le système de soutien d'un seul homme pour une femme qui ne me voyait même plus comme un mari. Elle avait toute la liberté, tout l'accès, tous les avantages, et elle me jetait des miettes sur le plan émotionnel, physique et spirituel, et chaque fois que j'en parlais, elle me frappait avec mon corps, mes règles. Très bien, message reçu. Ce week-end-là, j'ai commencé à changer les choses. Pas bruyamment, pas avec rancune, simplement méthodiquement. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir un nouveau compte courant, un qui n'avait que mon nom. J'ai commencé à y faire virer mes dépôts directs, mes chèques de paie, les paiements de mes missions freelance, tout. Le compte joint est resté ouvert, mais je n'y ai laissé que de quoi payer les factures. Sans extra, sans marge de manœuvre, sans luxe. Ensuite, j'ai examiné les cartes de crédit communes, celles que je réglais chaque mois. J'ai réduit sa limite à $100 sur sa carte et j'ai configuré des alertes pour chaque achat. Non pas pour la contrôler, mais pour cesser de financer un style de vie qui ne m'incluait plus. Madison ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Elle était trop occupée à planifier son prochain brunch, son prochain rendez-vous au spa, sa prochaine soirée. Mais moi, je m'en suis rendu compte, et c'était suffisant. La chose suivante que j'ai faite a été d'arrêter d'offrir mon temps et mon énergie pour des choses qu'elle ne valorisait pas. J'ai arrêté de faire l'entretien de sa voiture. J'ai arrêté d'acheter de petits cadeaux juste pour la voir sourire. J'ai arrêté de lui demander comment elle se sentait émotionnellement, car de toute évidence, ce n'était plus ce qu'elle voulait de moi. Si elle voulait de l'espace, je lui en ai donné à tous les niveaux. Elle avait son corps et ses limites. J'avais ma paix et mon silence. Et laissez-moi vous dire, ce silence l'a frappé plus fort que n'importe quelle dispute. Elle a commencé à demander, « Pourquoi es-tu distant ?» Je me contentais de hausser les épaules et de dire, « Je respecte ton espace. » Elle fronçait les sourcils. « Tu étais plus affectueux avant. » Je répondais, « Toi aussi. »
Pas de cris, pas de sarcasme, juste de la pure honnêteté. Ce genre d'honnêteté met les gens mal à l'aise parce qu'il n'y a rien contre quoi se battre. Un matin, j'ai préparé le café comme d'habitude. Elle est descendue en peignoir, s'attendant clairement à l'une de nos anciennes routines. Un baiser sur la joue. Un « bonjour, chérie ». Je lui ai tendu la tasse. Pas de baiser, pas de contact, juste un poli « tiens ». Elle m'a regardé bizarrement. « Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment ?» a-t-elle demandé. Je m'adapte, ai-je dit. C'est tout. Elle n'a rien dit de plus après ça, mais son regard s'est attardé plus longtemps que d'habitude. Comme si quelque chose en elle réalisait que l'homme qu'elle tenait pour acquis ne jouait plus le jeu. Le moment qui m'a confirmé qu'elle commençait à sentir le changement est arrivé quelques jours plus tard. Elle m'a appelé au travail. Hey, j'ai réservé un soin du visage pour samedi. Tu peux m'envoyer $150 ? J'ai fait une pause. Je pensais que tu avais encore ta carte. Je l'ai, mais elle a été refusée la dernière fois. Et il n'y a presque plus rien sur le compte joint. Tu peux juste virer de l'argent ? J'ai pris une profonde inspiration. Non, pas cette fois. J'ai d'autres choses à prioriser en ce moment. Il y eut un silence. Ce genre de silence stupéfait que les gens ont quand ils n'ont jamais entendu un « non » auparavant. Elle a ri. Waouh. Sérieusement ? Oui, dis-je calmement. Mon argent, mes règles, n'est-ce pas ? Elle n'a pas répondu, elle a juste raccroché. Au cours des semaines suivantes, elle a commencé à réaliser que je n'étais pas juste de mauvaise humeur. Je faisais des changements. Plus de reçus de la station-service à son nom. Plus de virements automatiques sur son Venmo. Plus de trajets en Uber depuis la maison de sa meilleure amie avec mon compte. Elle a commencé à remarquer des choses, comme le fait que je m'habillais mieux, que j'allais plus souvent à la salle de sport, que je sortais avec des collègues après le travail au lieu de rentrer en courant. Elle a commencé à poser des questions. Où étais-tu hier soir ? Tu ne m'as pas dit que tu sortais. Avant, tu me demandais si j'avais besoin de quelque chose. Je me contentais de sourire et de dire, avant, tu me demandais aussi comment j'allais. On fait tous les deux des changements, j'imagine. C'est laquelle a commencé à être frustrée. Elle cherchait de petites disputes juste pour obtenir une réaction. Un soir, elle a dit, tu te comportes froidement ces derniers temps. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu l'as été aussi pendant des mois. Tu pensais qu'il se passerait quoi ? Que je continuerais à verser dans une coupe vide ? Elle a essayé de pleurer, d'inverser les rôles, disant que je la punissais pour avoir établi des limites. J'ai dit, non, tu as établi tes règles. Je vis juste selon les miennes maintenant. Tu as clairement dit que je n'avais pas mon mot à dire sur ton corps, et c'est très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je finance un style de vie qui ne m'inclut plus. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à une crise de colère. Elle a eu de la stratégie. Un soir, elle est entrée dans la chambre en lingerie. De nulle part, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Je l'ai regardée et j'ai dit, c'est quoi, ça ? Elle a dit, je pensais qu'on pourrait peut-être se reconnecter. Je l'ai regardée, pas avec rage, juste avec honnêteté. Tu as dit non. Tellement de fois que j'ai arrêté de demander. Et maintenant que l'argent a diminué, tu veux arranger les choses. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas ça. Si, c'était ça. Et nous le savions tous les deux. Je n'ai pas couché avec elle cette nuit-là. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que je ne lui faisais plus confiance. Je ne me sentais pas en sécurité émotionnellement. Et ça compte. Quand un homme se détache émotionnellement, ce n'est pas parce qu'il a cessé d'aimer. C'est parce qu'il a aimé trop longtemps sans rien en retour. Et vous savez le plus fou, une fois que j'ai arrêté de me battre pour son amour, elle a commencé à courir après le mien. Une fois que j'ai arrêté de me justifier, elle a commencé à se remettre en question. Et une fois que j'ai commencé à établir mes propres règles, elle a enfin ressenti ce que c'était que d'être de l'autre côté. La distance qu'elle a créée, elle a construit ce mur. J'ai simplement arrêté de l'escalader. Le truc avec le détachement émotionnel, c'est que ça n'arrive pas d'un coup. Ce n'est pas comme actionner un interrupteur. C'est plutôt comme éteindre les lumières une pièce à la fois jusqu'à ce que la maison soit complètement dans le noir.
C'est ce qui s'est passé entre Madison et moi. Le temps qu'elle réalise à quel point je m'étais éloigné, j'avais déjà reconstruit la partie de moi qui cherchait son approbation. Et je n'étais pas intéressé à revenir en arrière. Ça a commencé subtilement. Elle essayait d'être plus gentille. Des petites choses comme me préparer à nouveau le petit déjeuner le week-end, me demander comment j'avais dormi, s'asseoir un peu plus près sur le canapé, porter mon parfum préféré. Au début, je n'ai même pas réagi. Pas par rancune, mais honnêtement, je n'y croyais pas. Je n'étais pas sûr que ce soit sincère ou si les avantages qui venaient avec le fait d'être adoré lui manquaient simplement. Car l'affection qu'elle offrait maintenant, cette même attention et proximité physique qui était autrefois la norme, et qu'elle m'avait ensuite retirée comme une punition, elle me l'offrait maintenant en retour comme une transaction. Et je n'étais pas dupe. Un soir, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Nous dînions, en silence comme d'habitude, et de nulle part, elle a dit, « Je crois qu'on a perdu quelque chose entre nous, mais je veux le retrouver. » J'ai levé les yeux de mon assiette. « Qu'est-ce que tu penses qu'on a perdu, exactement ?» Elle a hésité. « Cette proximité, la connexion ?» J'ai hoché la tête. « Tu veux dire celle que tu as coupée quand j'ai essayé de parler ? Quand tu m'as dit mon corps, mes règles, comme si j'étais un étranger ?» Elle a baissé les yeux, trouvant soudain sa fourchette très intéressante. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais juste dépassé. Je me sentais sous pression. J'ai laissé ça en suspens un instant. Tu te sentais sous pression d'être proche de ton propre mari. Elle n'a pas eu de réponse. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais plus en colère. J'étais juste fatigué. Fatigué d'être le seul à devoir être patient, compréhensif, indulgent, fatigué de porter tout le poids émotionnel pendant qu'elle vivait comme un agent libre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà trouvé quelque chose qu'elle n'avait même pas cherché depuis longtemps, la paix. Ce n'était pas une autre femme. Laissez-moi être clair là-dessus. Je ne l'ai pas trompée. Je ne me suis pas mis avec quelqu'un de nouveau pendant que nous étions ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis redécouvert. J'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour me sentir bien dans ma peau à nouveau. J'ai renoué avec quelques vieux amis avec qui j'avais cessé de parler parce qu'elle ne les aimait pas. J'ai passé les week-ends à faire de la randonnée, à lire, j'ai même repris la photographie, quelque chose que j'adorais avant notre mariage. Et surtout, j'ai arrêté de marcher sur des œufs. Si je voulais rire aux éclats, je le faisais. Si je voulais rester dehors tard, je le faisais. Je ne demandais plus la permission de vivre. C'était la liberté que je n'avais même pas réalisé avoir perdue. Mais Madison a commencé à le remarquer. Un matin, elle a demandé, « Tu vois quelqu'un ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Non, je me revois simplement moi-même. » Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle n'aimait pas ne pas être le centre de l'attention. Au cours des semaines suivantes, elle a continué à essayer de recréer les anciens schémas, cuisinant mes plats préférés, s'habillant bien, me demandant des nouvelles de ma journée. Elle a même suggéré que nous fassions un week-end ensemble, juste nous deux. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas de « juste nous », parce que « nous » était brisé bien avant qu'elle ne s'en rende compte. « Nous » est mort au moment où j'ai supplié pour son attention et où j'ai été rejeté comme si j'étais collant. « Nous » s'est estompé au moment où elle a utilisé son corps comme une arme contre moi et s'est ensuite attendu à ce que je continue à revenir comme un chiot loyal. On ne peut pas négliger quelqu'un pendant des mois et s'attendre à une reconnexion instantanée juste parce qu'on a décidé qu'on est prêt à nouveau. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Et j'en avais fini d'être commode. Le vrai tournant est arrivé un dimanche. Elle est entrée dans le salon où j'éditais des photos sur mon ordinateur portable et s'est assise à côté de moi, plus près qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je pensais, a-t-elle dit, peut-être qu'on devrait faire cette retraite pour couple que tu avais mentionné l'année dernière. Je veux travailler sur nous. Vraiment travailler sur nous. Je n'ai même pas arrêté ce que je faisais. J'ai juste dit, Madison, il est trop tard. Elle a cligné des yeux. Trop tard pourquoi ? Pour ça ? Pour prétendre que cela peut être réparé avec une retraite, un dîner ou du sexe. Son visage s'est affaissé. Alors quoi ? Tu abandonnes, c'est tout ? Je l'ai finalement regardé. Et pour une fois, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas froid.
J'en avais juste fini. Non, ai-je dit, j'ai abandonné il y a longtemps. Tu ne l'as juste pas remarqué. Elle a commencé à pleurer, mais je ne l'ai pas réconfortée. Je ne l'ai pas prise dans mes bras parce que je me suis souvenu de ce que c'était de pleurer seule pendant qu'elle se retournait et me disait de respecter son espace. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés et j'ai dit, je sors. Je ne sais pas quand je rentrerai. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Alors c'est tout? Tu as juste fini d'être mon mari? Je me suis retourné. Madison, tu as cessé d'être ma femme il y a bien longtemps. Tu as juste oublié de me le dire. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé. Sans drame, sans publication sur les réseaux sociaux, sans amis impliqués, sans jeu de vengeance, juste une valise, un bail signé et la tranquillité d'esprit. J'ai pris un studio en centre-ville, petit, mais à moi. Elle a beaucoup appelé. Elle a envoyé de longs SMS, des excuses, de la culpabilité, parlons-en. Mais chaque fois que je lisais un de ces messages, tout ce dont je me souvenais, c'était à quel point je me sentais petit dans ma propre maison. Comme un étranger dans la vie que j'avais construite. Alors je n'ai jamais répondu. Les mois ont passé. J'ai guéri. Pas en ligne droite. Il y a eu des jours difficiles, des nuits solitaires. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Il vaut mieux être seul en paix que d'être ensemble dans la famine émotionnelle. Un soir, j'ai rencontré une femme dans une librairie. Elle s'appelait Rachel. Drôle, équilibrée, sans jeu. Elle posait des questions et écoutait vraiment. Quand elle a ri de ma blague idiote, j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, être vu. Nous avons commencé à nous voir, lentement. Elle n'a pas essayé de me réparer. Elle m'a respecté. Je lui ai dit dès le début, je ne suis pas là pour être le distributeur automatique de billets ou le punching ball émotionnel de quelqu'un. J'ai déjà donné. Elle a hoché la tête et a dit, bien. Je ne cherche pas quelqu'un pour me sauver. Je cherche un partenaire. Cette seule phrase m'a fait l'effet d'une thérapie. Madison envoie toujours des messages. Le dernier disait, je n'ai pas réalisé le mal que j'ai fait jusqu'à ce que tu cesses de m'aimer en retour. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas répondu.